Je suis Anne Pioz, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je m'appelle Lou, j'ai 30 ans, j'habite à Montréal. Je suis une personne queer, donc le Q de LGBTQ+. Je suis une personne sur le spectre de l'autisme. Autant être une personne queer qu'être une personne autiste, il y a beaucoup de liens avec le trouble alimentaire. On a un cerveau qui aime beaucoup les règles, puis la routine. J'avais un corps qui était vraiment trop féminin pour moi, donc je faisais ce qu'on appelle de la dysphorie de genre en lien avec mon corps. J'arrive à mieux dealer avec mon image corporelle en me servant de mon corps pour faire des choses que j'aime. Comprendre aussi mon fonctionnement m'aide à être moins jugeant envers moi-même. La bienveillance, c'est vraiment la voie de la rémission. Confiance, amour, bienveillance, créativité, c'est mes mots. Bienvenue dans l'épisode 109 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Vous allez faire aujourd'hui la connaissance de Lou. Lou vit au Canada et il m'a contacté il y a quelques mois pour spontanément me proposer de partager son expérience. Le podcast La pleine conscience du pouvoir a été pour lui une grande aide dans son processus pour sortir des troubles alimentaires et à son tour, il a souhaité y apporter une nouvelle pierre. Ensemble, nous allons aborder les liens vécus par Lou entre ses troubles alimentaires, en particulier l'anorexie mentale, son fonctionnement dans le spectre de l'autisme, sa non-binarité et sa transidentité. Je pense que tout comme moi, vous allez beaucoup apprendre de l'expérience de Lou et je vous laisse tout de suite avec notre conversation. Bonjour Lou. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie que nous ayons cet échange aujourd'hui, que nous avons différé pour des raisons de mon côté, de ton côté. Enfin voilà, en tout cas, moi je me sentais vraiment impatiente qu'on puisse enregistrer cette conversation aujourd'hui. Lou, tu m'avais contactée donc il y a quelques mois maintenant. Enfin, je sais plus, le temps passe tellement vite, mais en tout cas, fin 2023, il me semble, pour me proposer spontanément de venir témoigner sur le podcast. Et j'étais vraiment ravie de ça parce que nous allons aborder ensemble, vous allez le voir, des sujets qui n'ont pas encore été abordés sur la pleine conscience du pouvoir. Donc je te remercie encore de cette initiative parce que c'est toujours très généreux quand vous me contactez pour venir spontanément déposer ici votre histoire et la partager avec l'ensemble des personnes qui écoutent le podcast. Donc merci encore Lou. Et avant qu'on arrive dans ces thèmes que nous allons aborder ensemble, est-ce que tu serais OK pour te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Oui, absolument. Puis merci à toi pour ton ouverture et tout. Je m'appelle Lou, j'ai 30 ans. Comme vous pouvez l'entendre, je suis pas français. J'habite à Montréal. Oui. Puis j'ai découvert la pleine conscience du pouvoir en cherchant tout simplement pleine conscience, troubles alimentaires, alimentation intuitive sur Internet, puis j'ai été trouvée, puis ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, c'était une façon pour moi de redonner ce que j'ai reçu, puis en même temps, partager des sujets qui me touchent vraiment en lien avec mon trouble alimentaire, puis qui je suis, pour pouvoir aider des gens parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus, puis pas beaucoup de témoignages aussi. Donc, je dirais que pour me décrire, je suis quelqu'un qui aime les arts, qui aime la nature, qui aime beaucoup penser. Puis, j'essaye d'être un ex-perfectionniste. Qui essaye de te soigner, c'est ça? Tu sais, ça me fait penser à cette expression, moi, quelque chose qui soigne en fait, qui est en chemin en tout cas, pour sortir de ce perfectionnisme.
Ouais, c'est ça. Dans les arts, je cherche beaucoup à être le plus instinctif puis le moins perfectionniste possible ou trouver un équilibre entre les deux. Oui. Puis voilà, la raison pourquoi je voulais particulièrement venir te parler, c'est que je suis une personne queer, donc le Q de LGBTQ+. Moi, personnellement, je me définis comme, premièrement, une personne pansexuelle. Ça veut dire que je suis une personne qui est attirée par les gens et non pas par les personnes d'un genre en particulier. C'est vraiment la personnalité des gens qui m'attire. Puis, je me définis aussi comme quelqu'un de trans. Mon identité de genre, elle est fluide, puis elle est non conforme, mais dans le spectre de la non-binarité. Donc, c'est ça, j'utilise les pronoms il et elle. Puis, aussi, dans les dernières années, j'ai compris, puis je me suis vraiment beaucoup renseignée sur ce sujet-là. J'ai compris que je suis une personne sur le spectre de l'autisme. Puis c'est autant être une personne queer que être une personne autiste. Il y a beaucoup de liens avec le trouble alimentaire. Donc, je voulais parler de ça avec toi aujourd'hui. Oui, et justement, hein, moi j'étais très intéressée et curieuse que tu puisses nous partager, en tout cas de la façon dont tu le vis toi, ces liens en fait entre ces différents fonctionnements, ces différentes particularités et ce lien avec les troubles alimentaires. Alors, c'est comme si, tu vois, là, il se dessinait devant mes yeux comme un triangle, en fait, avec des liens entre ces différentes caractéristiques ou ces différentes parties de ta personne, en fait. Et comme si on allait nous regarder à la loupe, justement, ces côtés du triangle et ce qui relie ça. Je ne sais pas si je suis très claire, mais est-ce que ça te paraît clair? Non, ça fait beaucoup de sens pour moi. Ouais. Alors du coup, de quelle partie du triangle tu souhaiterais qu'on commence en fait tu vois, plutôt que tu nous expliques ce que tu vis au niveau des troubles alimentaires et puis peut-être partir des liens que tu fais avec les autres pôles en fait. Ouais, on pourrait faire ça comme ça. Dans le fond, tu sais, je pense que ce qui joue un rôle au-delà de comme toutes les différentes difficultés que j'ai vécues dans ma vie, dans le fait que j'ai développé et que je maintiens avec beaucoup de difficultés à m'en sortir complètement, le trouble alimentaire, c'est en lien avec ma personnalité, tout simplement. Puis, ça donne que j'ai une personnalité de personne autiste. Il y a beaucoup d'enjeux avec ça qui fait qu'on peut être plus prédisposé à développer des troubles alimentaires. Déjà, à la base, il y a le fait que à l'enfance, je me suis toujours sentie différente des autres, puis dans mes besoins, puis dans ma socialisation, je comprenais pas trop comment échanger avec les autres enfants. J'avais des amis quand même, mais tu sais, j'ai quand même senti beaucoup d'intimidation, de rejet, puis toujours la sensation d'être incompris, non respecté dans mes besoins particuliers que j'arrivais pas à identifier. Donc ça, c'est sûr que ça joue un rôle sur la confiance en soi, puis la santé mentale, puis que ça a un lien avec le développement du trouble alimentaire. Ensuite, il y a beaucoup de personnes autistes, dont moi, qu'on peut avoir une compréhension un peu noir ou blanc, ou bien ou mal à la base. Après, on peut apprendre à décortiquer puis voir les choses en nuances de gris. Mais ça fait en sorte que comme enfant, j'ai intégré beaucoup de trucs à la lettre. Donc, des choses comme qu'est-ce qui est santé, qu'est-ce qui est pas santé. Puis aussi, on a un cerveau qui aime beaucoup les règles, puis la routine. Des cerveaux souvent très minutieux. On va aimer les petits détails, les informations précises. Donc, il y a ça qui est directement lié au trouble alimentaire. Ce fonctionnement-là qui peut, du coup, entraîner une forme de rigidité, en fait. Moi, c'est le mot qui me venait quand tu disais blanc ou noir, quelque chose de très précis, de protocolaire, parce que c'est rassurant, en lien avec les troubles du spectre autistique et l'anxiété d'une manière générale. On retrouve assez souvent chez les personnes qui souffrent de troubles alimentaires
alimentaire, de l'anxiété aussi, du perfectionnisme, enfin, etc. Mais de ce que tu décris, voilà, dans ton vécu, eh bien, il y avait vraiment ce besoin pour être réconforté, que ce soit carré, en fait. Et puis, tu parles aussi de ce sens du détail, hein, de quelque chose de très précis. Et effectivement, les recommandations autour de l'alimentation peuvent vite devenir ces règles précises et rigides. C'est ça? J'ai envie de sauter par rapport à ce sujet-là, comment que au niveau des traitements pour les troubles alimentaires, de ce que j'ai beaucoup écouté, entendu, lu, puis ce que j'ai vécu, puis ce que j'observe que d'autres personnes autistes avec qui j'ai fait des traitements peuvent vivre, c'est que le cadre proposé, surtout comme moi j'ai fait des programmes de jour, des hospitalisations, peut sembler assez rigide. Tu sais, comme moi j'ai eu des plans alimentaires par exemple. Ou ce que j'ai réalisé dans mon dernier traitement, c'est que le plan proposé n'est pas nécessairement rigide, mais c'est juste mon cerveau qui a tendance à dire comme si c'est ça la quantité que je dois prendre, ça doit être ça. Ou il y a beaucoup de personnes sur le spectre de l'autisme que j'entends parler aussi. C'est comme, faut que les repas fassent du sens. Puis on a tout comme nos systèmes de règles internes. Puis si le repas fait pas de sens, ça peut être super anxiogène. Qu'est-ce que tu entends par faire sens pour un repas? Ça signifie quoi? Je pense que ça dépend vraiment de chacune des personnes. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu souvent. C'est comme si j'ai mon système de règles internes par rapport à qu'est-ce qu'un repas devrait avoir l'air. Par exemple, c'est un peu de quantité de chacun des types alimentaires qui sont sur mon plan alimentaire ou que j'ai appris des guides alimentaires que ça devait correspondre à ça. Donc, si un repas ne correspond pas à ça, c'est comme s'il y a une espèce de « mais pourquoi je comprends pas le repas? » Oui. Ouais. Oui, et là, ça n'a pas de sens, en fait. C'est dans ce sens-là. Ouais. C'est le cas de le dire. Oui, OK. Ouais. Fait que c'est d'apprendre à observer ça d'abord, puis à changer mon système intérieur pour me dire, un repas qui fait du sens, c'est pas un repas qui correspond nécessairement exactement à certaines quantités de certains trucs, c'est juste un plat. Mais c'est vraiment difficile, surtout que j'ai intégré des règles, tu sais, depuis vraiment longtemps dans ma vie. Donc, tu sais, ça peut être vraiment anxiogène pour moi d'être confrontée à un repas qui fait pas de sens selon les règles internes de mon trouble alimentaire, puis juste de ma compréhension logique d'un repas. C'est ça. Alors, ce que tu nous disais, c'est que finalement, ce fonctionnement dans les troubles du spectre autistique peut entraîner une rigidification et de ce fait être une des pièces du puzzle qui va constituer le trouble alimentaire, hein, parce que j'imagine, mais tu vas peut-être partager avec nous ton expérience là-dessus, mais que ce n'est pas que ça, mais c'est vraiment une pièce du puzzle, en fait. Oui, je dirais que c'est comme une façon pour moi de me sentir rassurée parce que aussi, tu sais, au niveau des règles sociales puis du monde dans lequel on vit, je me sens vraiment perdue. Je comprends pas comment faire pour être moi-même dans ce monde puis comment fonctionner là-dedans. Puis ce que je réalise, c'est que dans le trouble alimentaire, c'est presque comme un monde imaginaire, tu sais, où est-ce que je comprends tout comment ça marche puis je me sens en sécurité. Oui. Et est-ce que tu serais d'accord pour nous en dire plus sur la forme que ton trouble alimentaire prend? Oui. Mon diagnostic principal, c'est l'anorexie. Je dirais que j'ai passé par plusieurs troubles alimentaires à mon avis. J'ai eu plusieurs traitements dans ma vie. J'ai eu un traitement récemment, donc dans cet été qui a fini... cet automne qui a fini... je sais plus quand, mais depuis c'est ça. Je dirais qu'en ce moment, au niveau trouble alimentaire, ça va relativement stable. Tu sais, je mange comme une bonne quantité d'énergie pour nourrir mon cerveau, puis faire des trucs que j'ai envie de faire, mais il y a encore beaucoup de rigidité au niveau de la variété des aliments, des textures, beaucoup de peur, des comportements rituels. J'ai beaucoup de difficultés à manger en contexte social parce que, de un, le social, surtout avec des personnes que je connais moins, c'est soit stressant ou soit juste épuisant. J'adore les gens, j'adore parler, mais ça va me demander plus d'énergie que quelqu'un qui est très extraverti ou très social.
Puis comme il y a beaucoup de choses, tu sais, mon cerveau analyse comment fonctionner, qu'est-ce que je peux dire, Oui, qu'est-ce que je peux pas dire, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, surtout quand je suis avec des personnes qui me ressemblent moins. oui. Puis il y a beaucoup l'aspect de difficulté avec les changements, qui est vraiment Mhm. quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les personnes autistes, Oui, d'avoir de la difficulté à s'adapter aux changements, qui fait en sorte que, ben, tu sais, si ça fait 2 ans que je mange juste tout seul, toujours les mêmes choses, ben, c'est du petit à petit que je m'habitue, OK, à manger avec certaines personnes, mm, à varier un peu plus, tu sais, mes aliments, puis mes plats. Des fois, je vais avoir des expositions plus intenses. Puis après ça, c'est de répéter puis de pas retourner dans les comportements que je mm. répète toujours. Fait que c'est de Oui, l'exposition graduelle. oui, Sinon, c'est ça. j'ai développé dans les dernières années de la difficulté avec mon fonctionnement quotidien. Puis de ça, il y a découlé comme des difficultés à cuisiner dans la bienveillance puis la pleine conscience. Puis Mm. une hypersensibilité à plusieurs stimuli en lien avec la cuisine puis tout ça. Puis c'est quelque chose qui est souvent présent pour les personnes autistes, une hypersensibilité ou une hyposensibilité à Oui, certains oui. stimuli. Donc, c'est quelque chose qui est présent pour moi. Mhm. Au niveau de l'image corporelle, ça va vraiment mieux depuis à peu près 1 an. C'était difficile en lien avec mon identité de genre parce que j'avais un Mhm. corps qui était vraiment trop féminin pour moi. Donc, je faisais ce Mhm. qu'on appelle de la dysphorie de genre en lien avec mon corps. Puis Mhm. depuis 1 an, je prends de la testostérone. Ça m'a vraiment aidé à accepter la reprise pondérale. C'est sûr que c'est pas parfait. Puis tu sais, j'ai comme des fois l'impression que je sens trop mon corps, puis que Mm. je suis pas bien dedans. J'ai aussi des douleurs chroniques en lien avec une malformation de naissance qui joue un rôle là-dedans. Mais c'est un travail aussi, je pense que j'arrive à mieux dealer avec mon image corporelle en me servant de mon corps pour faire des choses que j'aime. Puis en Oui. focusant là-dessus, ça m'aide vraiment beaucoup dans la réappropriation corporelle. Oui, tout à Ouais. fait. En fait, dans quel ordre tu as eu des réponses par rapport aux symptômes que tu avais? C'est-à-dire, est-ce que tu as d'abord su, compris, été diagnostiqué dans ton trouble du spectre autistique, ou est-ce que d'abord c'était le trouble alimentaire? Ouais. Comment ça s'est imbriqué tout ça? Dans quel ordre? J'ai compris que j'étais sur le spectre de l'autisme dans les 2 dernières années, vraiment, Oui. particulièrement la dernière année. J'ai toujours été comme ça, je dirais, c'est ma Mhm. personnalité, tout Ben oui. simplement. Puis d'ailleurs, j'aime pas le fait qu'on nomme ça un trouble. Mon trouble alimentaire, je considère que c'est un trouble, Oui. mais être autiste, c'est juste ma personnalité. Oui, c'est vrai, c'est ton fonctionnement, c'est pas. Mais Exact. oui, tout à fait, c'est pas quelque chose à guérir en fait. Ouais, C'est juste, enfin, entre guillemets, ton fonctionnement. Alors ouais, que le c'est ça. trouble alimentaire, tu reçois des traitements pour, tu fais un travail pour en sortir en fait. Oui, Ouais, tout à fait. exactement. Mais oui, et tu vois, ça m'ouvre les yeux sur la façon dont on nomme en fait les choses et les fonctionnements. Toi, tu préfères qu'on dise quoi alors, qu'on explique ça comment? Moi, de dire que je suis une personne autiste, ça me va, ou sur le Mhm. spectre de l'autisme, Ouais. parce que c'est vraiment un spectre. Il n'y a pas une personne autiste Oui, pareille. Tu sais, tout le monde a tout à des fait. capacités différentes puis des Ouais. difficultés différentes. Sinon, mon trouble alimentaire, c'est difficile pour moi de savoir quand ça s'est développé exactement Mm. parce que je réalise avec le temps que j'ai beaucoup eu des pensées de troubles alimentaires très jeunes. Mhm. J'ai eu un premier épisode d'anorexie comme qui a nécessité une hospitalisation quand j'avais 14 ans. Mhm. Par la suite, j'ai eu une autre hospitalisation, je pense, l'année d'après. Puis j'ai vécu beaucoup d'années. Ensuite, j'ai repris du poids, mais j'avais un rapport à mon corps qui était vraiment pas chouette. Puis à l'alimentation qui était très troublée, mais je Mhm. pense que j'étais plus fonctionnelle. Puis c'est à l'âge adulte, après mes premières études, que ça s'est vraiment réinstallé dans ma vie de façon plus handicapante, on and Mhm. off. J'ai vraiment expérimenté tous les symptômes. J'ai eu des moments où c'est que je mangeais
trop la plupart du temps. J'évitais de manger avec des gens, mais quand j'étais seule, je mangeais plus que, en tout cas, dans ma perception, tu sais, je mangeais de façon émotive, puis il y avait vraiment une recherche de me couper de quelque chose ou de me consoler. Et j'ai développé, à cause que j'avais pris un poids, puis que j'avais aussi de la dysphorie de genre qui n'était pas identifiée. À ce moment-là, je ressentais comme beaucoup de souffrance en lien avec mon corps, donc un désir de vouloir le contrôler, puis Oui. j'ai passé par des phases où c'est que je pense que c'était vraiment plus de la boulimie. Mais ce que je réalise avec le temps, c'est beaucoup grâce à toi aussi que j'ai compris l'existence de ce qui est subjectif dans la compulsion. Des fois, je mangeais des quantités qui n'étaient pas anormales, qui étaient juste anormales pour ma conception anorexique de qu'est-ce qui est correct ou pas correct. Il y avait de la compensation. C'est des comportements qui sont revenus dans les dernières années, mais il y a eu une phase de ma vie où la journée, c'était vraiment triste, c'était vraiment pas cool. C'est plus dans le contrôle alimentaire, puis la compensation de perte de contrôle c'est aussi un travail constant, comme accepter le non-contrôle. Ça se passe quand même bien dans les derniers temps. Ouais. Tu nous parlais juste avant de la dysphorie de genre. Est-ce que tu veux bien l'expliquer et la définir pour les personnes qui n'auraient jamais entendu parler de cette dysphorie? Oui, la dysphorie de genre, c'est la façon dont nous, on se voit et dont les autres nous perçoivent ne correspond pas avec notre genre ressenti. Donc, pour moi, ça se traduit de façon différente pour tout le monde. Pour moi, ma dysphorie de genre était beaucoup donc au niveau de mon corps, puis au niveau de ma voix aussi à certains moments. Je me voyais ou je m'entendais, puis il n'y avait pas d'adéquation avec la personne que je ressens être à l'intérieur. C'est ça. C'est comme un décalage. Enfin, je ne sais pas comment le dire. C'est même pire qu'un décalage. Si ça dépend vraiment pour les différentes personnes. Il y a des gens qui vivent pas autant la dysphorie de genre ou peu. Puis il y a des gens pour qui c'est très, très, très souffrant. Ce que j'observe, c'est que souvent, quand les personnes prennent conscience de leur identité de genre réelle, c'est là que la dysphorie devient le plus forte parce que souvent, elle est refoulée. Tu sais, j'ai vécu beaucoup dans la dissociation dans ma vie à cause de ça. J'ai beaucoup acté aussi. Puis, c'est drôle, ça me ramène aussi à l'autisme, le fait d'acter. Qu'est-ce que tu entends par acter? Des passages à l'acte? Oui, mais dans le sens d'être acteur, d'agir de certaines façons, parce que j'ai l'impression qu'on s'attend à moi que j'agisse comme oui, je comprends. de façon... C'est de jouer un rôle, en fait. Oui, exactement. De mettre un masque. OK. Ouais. Et Puis... oui, du coup, tu fonctionnais beaucoup comme ça, en fait, par rapport à ce que les autres attendaient de toi. Que ce soit au niveau social, par exemple, ou au niveau du genre perçu par les autres, en fait. Oui, surtout au niveau du genre, je dirais. Parce que, tu sais, dans ma personnalité, je pense que j'arrivais à être quand même moi-même. Mais dans des contextes amoureux, c'était plus difficile. Juste à temps que je me mette à fréquenter des personnes queer, qu'il fallait que je sois quelque chose d'autre que qu'est-ce que je suis vraiment pour être aimée. Puis même que j'étais pas aimée pour qui j'étais réellement. Ça me créait beaucoup d'insécurité. Ouais. Puis j'ai envie de faire un pont tout de suite au niveau de l'autisme. Je sais pas si tu connais qu'est-ce que c'est le masking dans l'autisme. Alors non. Non, je vais t'expliquer. C'est quelque chose. Et puis de toute façon, pour les personnes qui nous écoutent, ça va être important. Oui, explique-nous. C'est souvent quand les gens qui sont pas sur le spectre, je vais leur parler puis qui connaissent pas bien, que je vais leur parler que je suis sur le spectre de l'autisme, ils vont faire ben non, t'es social, t'as de la compassion, t'agis de certaines façons qui vont pas avec le stéréotype dans le fond de l'autisme, parce que comme pour le trouble alimentaire, on a des stéréotypes qui représentent pas du tout la réalité. Ben pour l'autisme c'est ça, tu sais, puis surtout les personnes qui sont assignées filles à la naissance ou qui ont été éduquées de façon féminine, entre gros guillemets, on va avoir tendance à faire beaucoup de masking dans les situations sociales, donc à copier des comportements qui sont pas nécessairement
Tu sais, moi, je fais beaucoup aussi de miroirs. Oui. Donc, tu sais, je vais agir de façon un petit peu différente, dépendant avec des gens avec qui je suis. Mm. Puis c'est pas parce que je suis pas authentique du tout. Genre, j'ai déjà eu des questionnements par rapport à ça, mais c'est vraiment parce que comme je suis comme insécure sur comment qu'il faut que j'agisse, donc mon réflexe, ça a toujours été de faire ça. Puis ça fait en sorte aussi que l'autisme est moins bien détecté chez les personnes féminines. Puis il y a beaucoup Oui. de faux diagnostics aussi. Tu sais, moi, j'ai eu un faux diagnostic de traits de trouble personnalité limite. Oui. Puis en fait, j'ai pas de trouble personnalité limite. Je suis juste sur le spectre de l'autisme. Je connais quand même beaucoup de personnes qui ont eu des faux diagnostics avant de comprendre qu'ils sont autistes. Surtout quand... Tu sais, comme moi, c'est arrivé vraiment tard dans ma vie de comprendre que je suis autiste. Ça le fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui tombent sur le dos du trouble alimentaire, tu sais, comme la rigidité dont on parlait tantôt. Tu sais, des fois, on dit, mais c'est ton trouble alimentaire, mais des fois, c'est vrai, mais d'autres fois, c'est juste que non. Il y a une personne qui a un podcast en anglais que j'aime beaucoup. Son podcast s'appelle Live Label Free. C'est une personne qui fait beaucoup de travail pour parler des liens entre l'autisme et les troubles alimentaires. Puis elle a dit qu'une bonne façon de faire la différence entre est-ce que c'est des traits de l'autisme ou mon trouble alimentaire, c'est est-ce que ça part d'un endroit de bienveillance? Est-ce que j'ai besoin de cette rigidité pour me faire du bien? Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Tu sais, comme il y a des gens sur le spectre que comme ils vont manger toujours le même déjeuner, mais c'est pas grave, ça leur apporte vraiment du plaisir. Puis, mais si tu fais quelque chose puis que ça vient d'une place de violence, c'est clair que ça vient du trouble alimentaire. Oui, c'est ça. C'est qui est aux commandes finalement, ou quelle part de soi est aux commandes. Est-ce que c'est cette part qui veut prendre soin, en fait, en mettant ces rituels, ces choses rassurantes finalement en place, comme par exemple manger toujours le même déjeuner, ou est-ce que ça part d'une part de soi plus violente, hein, tu disais, qui veut se taper dessus, qui veut se punir de quelque chose, et c'est aussi, tu sais, je dis souvent, il commence à y avoir problème là où il y a de la souffrance finalement. Exactement. Parce que si un fonctionnement apparemment n'apporte pas de souffrance, est fluide, même s'il peut paraître atypique pour quelqu'un qui le regarde de l'extérieur, où est le problème en fait ? Mais si il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance qui s'installe et que ça vient pas faire du bien, à partir du moment où on commence à avoir une clairvoyance aussi par rapport à ça, parce que le trouble qu'est l'anorexie peut beaucoup nous mentir aussi là-dessus, tu vois. Oui, absolument. Et leurrer, en fait. Et on va se dire, non, mais je le fais parce que ça me fait du bien. Mais comme tu dis, ça peut partir d'une part de soi plutôt violente, en fait. Donc, oui, c'est très subtil, effectivement. Il faut s'attendre à une rémission qui est différente, je pense, pour les personnes qui sont sur le spectre. Et je trouve que... En tout cas, dans mon cas, j'ai beaucoup senti, tu sais, d'apprendre là-dessus, ça me rassure beaucoup de comprendre que, c'est correct de chercher certaines rigidités, de chercher, qu'il y a certains trucs. Besoin. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, des fois, c'est même pas de la rigidité réellement, tu sais, c'est juste un besoin de routine ou de connu, de sécurité. Puis c'est correct. J'avais aussi envie de te parler d'un autre lien que je trouve vraiment important. Tantôt, je l'ai mentionné un peu. Il y a une façon, souvent, pour beaucoup de personnes autistes, puis neuroatypiques en général. Là, moi, j'ai aussi un TDA, mais puis mes amis TDA disent que eux autres aussi, ils ont cette particularité-là. Donc, il y a des façons différentes de ressentir au niveau de l'interoception puis la proprioception. Donc, tu sais, il y a beaucoup de personnes sur le spectre qui, sans avoir nécessairement un trouble alimentaire, vont avoir de la difficulté avec leurs signaux de faim, de satiété, ou juste mes signaux, surtout quand je suis très focus dans une activité que j'aime particulièrement, je vais tendance à oublier tous mes signaux, puis à reporter, tu sais, des fois, par exemple, j'ai juste envie de pipi, mais je peux reporter pendant 2 heures si je suis hyper focus, tu sais. Puis, c'est des choses comme manger, on peut avoir
des hypersensibilités à certaines textures, à certaines sensations, à certaines odeurs. Puis, je sais pas si tu dois connaître les troubles qu'on appelle ARFID au Québec. Je sais pas comment on les appelle par l'appellation anglaise, là, anglophone. Mais ça me dit quelque chose. Il me semble qu'on en avait discuté dans l'épisode avec Amélie Carlo-Chichou sur les troubles alimentaires chez les enfants. Oui, exactement. Voilà, donc il me semble qu'on y avait fait référence. En fait, c'est que les enfants autistes qui ont un ARFID, donc c'est le Avoidance Restriction Food Intake Disorder. Il y a beaucoup de personnes sur le spectre qui vont avoir ça dès l'enfance. Donc, ça va être une sensibilité à certaines textures, par exemple, ou des couleurs, des fois des odeurs, qui fait que ça peut être stressant puis compliqué de s'alimenter. Puis, tu sais, des fois, avec l'exposition à l'enfance, ça passe, mais comme il y a beaucoup de personnes adultes qui ont ces difficultés-là aussi, pour moi, tu sais, ça va être plus présent dans des périodes de vie où je suis plus anxieux ou moins anxieux. À l'enfance, j'avais des trucs que j'aimais pas, mais tu sais, je pense que ce qu'on m'a dit, c'est que j'étais vraiment, vraiment pas un enfant difficile, mais comme adulte, ce que j'observe, puis avec le temps, avec les troubles alimentaires aussi, tu sais, c'est que les moments où c'est que je suis plus fatiguée, je vais développer vraiment une hypersensibilité à certaines textures qui vont m'agresser carrément, là, ou me dégoûter. Puis c'est un trouble qui est pas assez connu, puis pas assez... tu sais, à chaque fois que j'ai côtoyé des gens en traitement qui avaient ce trouble-là, je trouvais qu'ils étaient vraiment incompris, même par le personnel soignant. Puis ça m'amène un sentiment d'injustice. Oui, parce que c'est très peu connu et du coup très peu diagnostiqué, que ce soit chez l'enfant, là où ça apparaît, et du coup chez l'adulte, parce que ça ne va pas spontanément disparaître. C'est ça, puis il y a beaucoup de trucs qu'on va mettre sur le dos du trouble alimentaire classique. Ah, tu veux pas manger ça parce que c'est l'anorexie, mais en fait, c'est juste que la personne, elle aime vraiment pas cette texture-là, puis ça lui procure des sensations difficiles. Puis au niveau je reviens à la proprioception puis l'interoception, tu sais, des fois, tu sais, il y a quand même beaucoup de personnes sur le spectre qui vont tendance à... On va observer des surpoids puis des sous-poids sans nécessairement qu'il y ait de troubles alimentaires, mais à cause de ça, puis aussi à cause du fait que, comme il y a beaucoup de personnes qui vont moins sentir ou pas sentir quand ils sont pleins ou quand ils ont faim, ou qui vont avoir, des difficultés à avoir des aliments qui sont sécuritaires. Donc, ils vont se retrouver dans des contextes, il n'y a pas d'aliments que je me sens à l'aise de manger. Donc, ils vont sauter un repas plus facilement. Puis, je pense que le fait de la difficulté de manger socialement aussi peut être lié à ça, donc aux sensations qui sont différentes. Puis ça a un impact aussi, tous ces ressentis-là, sur les émotions, puis la fatigue, puis la gestion des émotions. Puis ça aussi, ça a un impact sur l'alimentation, donc sur l'appétit. Tout est imbriqué, en fait. Ah ouais. Oui. Et en fait, ça induit une complexité. Enfin, tu vois, je suis avec ça, là. Une complexité dans comment avancer avec ça, en fait, avec toute cette complexité, toute cette imbrication. Et ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que aussi, pouvoir te dire et pouvoir identifier quoi vient de quoi, enfin faire du tri un petit peu dans tout ça, ça peut être aidant, en fait, pour avancer. Ah, tellement. Plus en me renseignant là-dessus, puis en écoutant des témoignages d'autres personnes, puis ça m'aide vraiment à me comprendre, puis à comprendre, OK, c'est quoi mes vrais besoins à moi particuliers. Puis c'est vraiment aidant, puis de comprendre aussi mon fonctionnement. Ça m'aide à être moins jugeant envers moi-même, puis à être plus bienveillant. Puis je pense que la bienveillance, c'est vraiment la voie de la rémission. Comment tu te sens, Lou, en ce moment? Comment ça va? En ce moment précis avec toi, je me sens dans l'instant présent, je pense. Donc, ça va.
Dans la vie, je me sens dans une période où j'apprends extrêmement vite des nouvelles choses sur moi, donc c'est extrêmement nourrissant. C'est aussi déstabilisant, mais rassurant. Puis aussi, je suis vraiment en période de transition là, au niveau de mes choix de vie. Là. Je suis en crise existentielle depuis que je suis née, j'ai l'impression, mais que je comprends davantage c'est quoi mes besoins, puis j'essaye, puis pour trouver ma place ou me faire une place, je pense pas qu'on ait une place prédéterminée, mais construire comment je peux subvenir à mes besoins dans ce monde. Là, en ce moment, je suis dans un retour aux études. J'essaie de me réconcilier avec mon enfant intérieur là-dedans. Puis, c'est ça, c'est de l'essai-erreur. C'est difficile aussi pour moi de répondre à la question « Comment tu te sens? » Parce que des fois, je sais pas, en fait. Je l'intellectualise beaucoup, comment je me sens. Mais il faut vraiment que je m'assise longtemps seule avec moi-même pour savoir comment je me sens. Et en même temps, tu sais, je suis en train de me dire, finalement, cette question, elle peut induire de l'inconfort, d'autant plus quand on est un peu ou beaucoup perfectionniste et qu'on se dit, il faut vraiment que je donne la bonne réponse, tu sais. Je suis en train de me dire ça, là, juste là, en fait. Et que ça peut devenir une question lourde un peu. Enfin, je sais pas. Ça me fait réfléchir à la façon de poser cette question, en fait. Ouais. Je trouve que c'est une drôle de question aussi. C'est une question qu'on pose au quotidien, mais que les gens veulent pas exactement savoir, ou qu'on pose dans des contextes qu'on n'a pas le temps de répondre. T'sais. Par exemple, je vais m'acheter un café. Ah, comment ça va? J'ai pas le temps de répondre vraiment comment ça va. Oui. Je trouve que c'est une question bizarre, un peu comme, tu sais, quand c'est un ami qui me le pose, ou dans un contexte d'intervention, ou le contexte du podcast, là, je sens que je peux plus répondre. En fait, j'étais en train de t'entendre parler, de chercher la place, en fait, qui sera bonne pour toi, de répondre à tes besoins de la façon qui sera la plus douce, la plus bienveillante, et tout ce travail que tu es en train de faire de compréhension de toi-même, de ton fonctionnement, et en même temps c'est un petit peu comme une enquête, tu vois, comme un détective qui va chercher des informations, qui les analyse, et en même temps tout un voyage intérieur en fait autour, entre autres de cette fameuse question comment est-ce que tu te sens. Je suis vraiment avec le sens en fait à donner. Tu disais je suis quelqu'un depuis ma naissance en fait qui cherche à mettre du sens et à comprendre. Et en même temps, finalement, c'est une telle complexité. Alors, je pense que pour tout humain, ça peut être hyper complexe, mais avec des fonctionnements atypiques, je pense que ça rajoute encore une complexité dans la place qu'on va prendre dans le monde, dans la façon dont on va se sentir au monde, finalement. Donc voilà, c'est vraiment cette quête, cette recherche-là que tu es en train de faire. Et merci aussi pour tous ces détails que tu nous donnes sur les liens que tu fais entre tes différents fonctionnements, qui sont les tiens à toi, qui sont peut-être différents pour d'autres personnes, mais je pense qu'ils parleront quand même pas mal à des personnes qui vivent avec l'autisme ou avec des questionnements sur leur identité de genre. Je pense que voilà, ça peut donner des pistes. Je suis en train de voir qu'on va bientôt se quitter, mon Dieu, mais j'ai l'impression qu'on vient de commencer, Lou. Et bon, on peut prendre bien sûr encore quelques minutes, parce que peut-être il y a des points essentiels là, que nous n'avons pas encore abordés. Dis-moi. J'ai quelques points que j'avais pas abordés, mais justement, j'essaie de pas être perfectionniste avec tout ça. Oui. Puis d'être vraiment je pense que l'essentiel pour moi dans notre échange, c'est que s'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, qui se renseignent sur le sujet. Puis, j'ai pas beaucoup parlé du lien entre la communauté LGBTQ2IA+, puis le trouble alimentaire. Je pense que peut-être, je sais pas si brièvement, je pourrais, j'ai nommé les points que je t'en prie. Ouais. Prenons le temps. Parfait. Les points que j'ai écrits sur mon petit guide que je me suis fait ici, c'est que
Premièrement, tu sais, il y a beaucoup encore une fois, d'impression d'être incompris socialement, puis d'intimidation qui peut être vécue par les personnes. Ensuite, le fait de vivre aussi avec de la LGBTQ-phobie ou de la transphobie internalisée, donc les discours Mhm. sociaux qu'on entend qui sont péjoratifs contre les personnes qui ont différentes identités sexuelles ou de genre. Même si on ne pense pas comme ça pour les autres, un peu comme la grossophobie, on Mhm. peut vers soi-même moi, j'avais énormément de transphobie, puis ça a été puis d'ambiphobie, donc tu sais, le fait, c'était vraiment dérangeant pour moi, le fait que mon identité de genre était pas masculine ou féminine, puis qu'elle était fluide, puis qu'elle était dans le milieu. Pour moi, je me disais, Mhm. ben là, comme je suis anormale sur tout, en plus, je peux pas avoir un genre qui est Mhm. précis. Fait que tu sais, c'est Ouais. beaucoup des violences internalisées envers soi-même. En lien aussi avec ce fonctionnement, c'est blanc ou c'est noir, c'est ça? Peut-être, ouais, ça fait du sens. Sinon, je trouve qu'au niveau de l'image, c'est quelque chose que j'avais lu aussi dans un magazine de l'organisme ANEB Québec, qui est Anorexie et Boulimie Québec, qui est un organisme pour les troubles alimentaires ici au Québec, qui parlait Mhm. vraiment de tous les liens avec la question LGBTQ et les troubles alimentaires. Il nommait à quel point que tu sais, dans la communauté gay, par exemple, tu sais, les modèles de personnes sont souvent des gens très minces. Tu sais, on a comme des images à quoi on devrait ressembler. Puis, tu sais, au niveau de la transidentité aussi, tu sais, comme il y a beaucoup des personnes connues, des acteurs, des actrices qui vont faire leur coming out. On va observer qu'ils ont un corps, tu sais, très, très, très Mhm. mince. Alors Mhm. que, ben, ça peut faire en sorte que les personnes queer vont ressentir plus de pression à rentrer dans des modèles, en plus qu'ils se sentent pas bien avec eux-mêmes, puis rejetés à la base. Mhm. Ça vient s'ajouter Ouais. finalement, hein. Il y a évidemment, si on est trans, la dysphorie de genre qui joue un rôle vraiment intense là-dedans. Mhm. Il y a beaucoup de Mhm. personnes d'ailleurs trans qui vont avoir des troubles alimentaires, puis une fois qu'ils ont fait, ça règle pas tout, de faire une transition hormonale ou physique, mais pour certaines personnes, on observe vraiment que les troubles alimentaires partent au moment où la personne se retrouve dans un corps qui lui convient. Et oui, il y a plus de désir, voire cet acharnement à essayer de modifier finalement la silhouette. C'est ça, c'est parce que c'est comme une sensation de douleur constante qu'il faut se dissocier de, puis que quand on reconnaît que c'est extrêmement souffrant, Mhm. donc si on vit plus avec ça, c'est beaucoup plus facile de mettre son attention sur d'autres choses. Mais oui. Il y a aussi un truc qui est important à nommer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes queer qui sont autistes, en fait. Ah oui. Il y a un lien. Fait que, tu sais, quand tu parlais du triangle Bah au oui. début de Mhm. notre entrevue, il y a vraiment un triangle à faire Mhm. entre les trois aspects. Mm. Mhm. Ça me laisse pensif, tu sais, parce que j'étais en train de me dire quel lien il y en a peut-être pas, en fait, tu vois, il y a aucun lien logique. Mais voilà, c'est comme si mon cerveau il essayait de trouver des explications, tu sais, et de se dire, ok, mais pourquoi, en fait? Pourquoi mais il y a peut-être pas de réponse à ça, en fait, où ça n'a pas été documenté, pas étudié. Je pense que c'est présentement beaucoup étudié. En tout cas, au Québec, moi, Ah j'ai participé à des études d'étudiants en psycho, en travail ah. social Oh. dans les dernières années là-dessus. Mhm. Euh, sur les liens, c'est ça, avec la non-conformité de genre. Je pense que peut-être les personnes autistes, comme qu'on comprend pas trop les règles sociales, c'est plus naturel de se questionner sur son identité de genre puis de sentir que, ben, non, en fait, comme je suis pas une fille, je suis pas un gars, je Mhm. comprends pas ces catégories-là, comme je me situe pas là-dedans, tout simplement. Oui, oui, oui. Il peut y avoir plus de tendance à justement réfléchir, analyser, Ouais, ouais, ça c'est se clair. poser des questions, en fait, et essayer de comprendre. Du coup, mais je me sens pas comme ci, non, je me sens pas comme ça. Du coup, je me mets où? Enfin, tu sais, je reste avec ce que tu disais, de se mettre en miroir et de se Mhm. conformer aux personnes qui sont en face de nous. Et du coup, mais sans jamais savoir exactement, voilà, où est-ce que je me situe, quoi. Ce qui me fait vraiment du bien par rapport à cet aspect-là, c'est dans les dernières années, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me ressemblent. Oui. Puis c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'avec certaines personnes, je faisais du masking parce qu'avec ces personnes-là,
une espèce de déclic magique de comme, wow, avec certaines personnes, puis avant, je les comptais sur, en bas des doigts d'une main, les personnes avec qui je me sentais comme ça. Puis dans les dernières années, c'est en fréquentant des lieux artistiques, j'ai rencontré beaucoup de gens que j'étais comme, wow, je peux communiquer avec toi de façon tellement authentique. Puis aussi, comme j'ai l'impression qu'on suit dans nos fonctionnements cérébraux. Quand je parle avec des personnes neurotypiques, je comprends pas, qui comprennent pas où est-ce que mon cerveau s'en va. Ou quand je parle avec des personnes qui me ressemblent, on est à l'aise aussi avec des choses semblables. Puis c'est sûr que tout le monde est différent, mais de se retrouver avec des gens qui me ressemblent, ça m'aide tellement. Ah ben oui. Apprendre à démasquer aussi avec les gens de mon entourage avec qui j'avais développé l'habitude de faire du masking, tu sais, des gens dans ma famille ou certains amis. Et oui, ça doit être reposant, hein, pour toi, en fait. Ouais. Lou, je suis en train de voir qu'on va devoir se quitter. Absolument. Oui. Merci. Quel serait ton mot de conclusion? Alors, si des fois il y en a un, hein, mais en tout cas, ce sur quoi tu aimerais qu'on termine? Faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct. Je pense qu'on se connaît, chacun des humains avec nos particularités, puis quand on se connecte avec soi-même, puis la pratique de la pleine conscience m'apporte ça beaucoup. Puis la pratique des arts aussi, d'apprendre à connecter avec cette vérité-là qu'on a à l'intérieur de soi, puis stand for your différence, là, comme, tu sais... Puis nos besoins, on a chacun droit à nos besoins, puis même s'ils sont pas facilement reconnus, je pense que c'est important d'y répondre, puis de les écouter, puis cheminer vers la bienveillance, puis essayer d'enlever le plus possible. Tu sais, là, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui en termes d'étiquette, mais d'enlever c'est parce que les étiquettes, les mots, les concepts, c'est des choses que les humains utilisent pour comprendre des choses, puis sans parler entre eux, mais d'essayer de se comprendre aussi sans les étiquettes pour ensuite faire du sens avec tout ça. Puis, ouais, c'est beau la différence. Puis n'hésitez pas à aller chercher du support. Puis c'est difficile d'avoir un diagnostic de l'autisme. Là. Moi, j'en ai pas, puis je pense pas en avoir parce que ça coûte vraiment cher. Puis c'est des démarches qui sont difficiles puis stressantes. Puis j'en ai parlé avec ma psychiatre qui me suit aux troubles de l'alimentation, puis elle m'a dit, ben si tu as de l'argent à mettre à quelque part, mais là, à trouver une thérapeute au privé qui connaîtrait l'autisme et les troubles alimentaires, mais mets-le pas dans avoir un diagnostic, ça va rien rajouter dans ta vie. Puis au niveau de la communauté aussi, il y a beaucoup de reconnaissance entre nous de pourquoi une personne irait s'identifier sur le spectre si la personne ne l'est pas. Donc, ben oui. Confiance, amour, bienveillance, créativité, c'est mes mots. Oui, et ce sera nos mots de la fin alors, Lou. Est-ce que tu serais d'accord pour que des personnes te contactent si elles le souhaitent? Ce serait OK pour toi ou pas? Ben oui, je réponds pas toujours vite à mes messages, mais des fois même je réponds pas, mais c'est sûr que je vais lire. OK, bah écoute, nous mettrons dans la description de l'épisode un moyen de te contacter. Et puis, ou si les personnes souhaitent réagir sur leur plateforme d'écoute ou me contacter moi. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à contacter Lou si vous le souhaitez. Et nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Peut-être nous retrouverons une prochaine fois. Lou, j'étais vraiment ravie de te recevoir. Merci à toi. J'étais vraiment ravie de parler avec toi. Puis merci pour tout. Puis pour ton beau travail aussi. Puis tes généreux partages. C'est vraiment super. Merci Lou. À bientôt. À bientôt. Salut. Nous voici à la fin de cet épisode 109. Merci de votre écoute et merci encore à Lou pour son partage d'expérience. N'hésitez pas à le contacter, vous trouverez comment le faire dans la description de l'épisode. Passez une bonne fin de journée et à très vite pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.